suis professeure de préhistoire à l'Université de Lyon et je mène également mes recherches au laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité dans l'équipe ethnologie préhistorique qui est à Nanterre, puisque comme vous le savez, les enseignants à l'université sont en fait enseignants-chercheurs. Donc une partie de leur recherche consiste à travailler, à mener leur recherche comme les chercheurs au CNRS, et par ailleurs, ils enseignent, ils ont des étudiants. Donc j'ai moi-même des étudiants depuis la licence jusqu'au doctorat. Je l'ai reconstruit rétrospectivement, c'est-à-dire que je me suis aperçue, mais lorsque j'étais déjà engagée dans des études de préhistoire, je me suis aperçue qu'en fait j'avais toujours été très attirée par la question des origines. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, vers 8-10 ans, je lisais tous les soirs la Genèse, et j'avais l'intention de reconstituer l'arbre généalogique de tous les peuples de la Terre, et je m'étonnais d'ailleurs, je trouvais étonnant que personne n'ait essayé de le faire avant moi. Bon, jusqu'à ce que j'abandonne finalement. Ce qui m'a étonné, c'est que les gens quand même vivaient plusieurs centaines d'années dans la Genèse, qui était un peu suspecte. Et puis vers 13 ans, j'ai été abonnée à une collection d'ouvrages Time Life, et qui retraçait l'histoire de l'humanité depuis les origines de la vie jusqu'aux Vikings. Donc je recevais un volume tous les 2 mois pendant 2 ans. Et puis après, cette passion pour l'archéologie et pour les origines s'est éteinte ou du moins a disparu temporairement. Et puis ensuite, à l'université, donc j'ai d'abord fait une classe prépa. Là, j'ai envisagé de faire de la philosophie. Et finalement, j'ai abandonné pour diverses raisons. Et après, je suis allée à l'université, à Paris 1, où j'ai fait de l'histoire avec une option archéologie. Donc j'ai fait un passage par l'archéologie précolombienne. Et ensuite, je me suis intéressée de plus en plus à la préhistoire, en croyant naïvement d'ailleurs que plus on allait dans le temps lointain, plus on remontait dans le passé lointain, plus il y avait de choses à découvrir. Ce qui est en fait faux, puisqu'il y a des choses à découvrir à toutes les époques, bien sûr. Je transmets aux étudiants, en fait, j'ai 2 enseignements assez distincts. Donc d'une part, j'enseigne effectivement la préhistoire, et donc j'essaye de transmettre aux étudiants l'histoire de l'homme, pour leur montrer que l'homme n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui, physiquement, intellectuellement même, et qu'il a une longue histoire, et que c'est une histoire buissonnante, c'est pas une histoire linéaire. J'essaye de leur transmettre aussi la manière dont l'esprit humain s'est construit, puisque je travaille beaucoup sur l'origine de la cognition humaine, sur les modes de raisonnement de l'homme. Je travaille aussi sur la manière dont la science préhistorique s'est construite et les ressorts intellectuels qui sont derrière. Comment est-ce qu'on construit les connaissances que l'on a à partir de nos raisonnements, de raisonnements particuliers, et à partir de notre propre présent, de notre vécu aussi. Puisque, bien sûr, la science évolue, les connaissances évoluent, les faits archéologiques évoluent, mais après, il y a toute une interprétation des faits qui peuvent modifier complètement. Je vous donne un exemple simple. Néandertal, au XIXe siècle, était considéré comme une espèce de brute entre l'homme et le singe. Aujourd'hui, il a été complètement réhabilité. On en fait un homme pratiquement identique à nous du point de vue intellectuel. Pourquoi ? Parce que c'est un peu dans l'air du temps aussi. Hein, c'est considéré comme du racisme ou voilà, tout ce que vous voulez. Donc nos propres problèmes sociétals d'aujourd'hui se reflètent dans nos recherches. Et puis je vous disais qu'il y a un deuxième volet à mon enseignement. J'enseigne aussi, et je suis responsable d'un master patrimoine et musée. Et donc là, c'est complètement différent. J'enseigne aux étudiants la manière dont on doit protéger, conserver, sauvegarder le patrimoine, en particulier le patrimoine archéologique, mais pas seulement, bien entendu. A priori, la préhistoire devrait aider à comprendre l'humain, puisqu'on dit, peut-être un peu vite, que le passé aide à connaître le présent et à anticiper l'avenir. Je suis un peu sceptique à cette idée, parce que l'histoire ne se répète pas. Mais par contre, cela peut permettre de comprendre certains ressorts de l'humain. Par exemple, l'empathie. L'empathie est quelque chose d'extrêmement ancien, qui existait déjà dès l'époque de Néandertal, il y a 100 000 ans, ou peut-être plus même. Et d'ailleurs, elle existe aussi chez les grands singes, hein. Ça a été montré qu'elle existe, par Frans de Waal notamment. Donc voilà, il y a certains caractères humains qui sont là depuis extrêmement longtemps.
Et c'est amusant de savoir à quel moment c'est apparu. Enfin, amusant. Moi, je m'amuse beaucoup, en fait. Dans mon métier, je m'amuse beaucoup. Je me pose des questions, j'essaye d'y répondre. Récemment, j'ai publié un article sur les perceptions sensorielles. Est-ce que l'on peut savoir des perceptions sensorielles chez l'homme du paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a entre 40 et 10 000 ans, en gros. Et on interroge vraiment des vestiges absolument infimes qu'on essaye de faire parler, et qui nous renseignent donc sur l'homme, sur ce qui fait l'humain. Il y a une vision de l'homme préhistorique extrêmement réductrice qui est en vogue depuis la première moitié du XXe siècle, et il est extrêmement difficile de s'en défaire. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les gens comme moi, les spécialistes, font en sorte d'essayer de montrer une autre image de cet homme préhistorique, justement, plus proche de nous. Alors, je parle de l'homme du paléolithique supérieur, c'est-à-dire l'homo sapiens, hein, déjà. Mais cette image complètement réductrice et désuète de l'homme préhistorique est véhiculée par la publicité, par des réalisateurs de très mauvais documentaires qui n'y connaissent rien ou qui ne contactent pas les bonnes personnes. Bref, il y a toute une vision de la préhistoire qui persiste, beaucoup d'idées reçues complètement fausses sur l'homme préhistorique qui vivait dans des grottes, on sait que c'est faux aujourd'hui, bref, qui était vêtu de peau de bête, qui était hirsute, qui tirait sa femme par les cheveux, etc., etc. Donc tout ça est tellement ancré dans l'imaginaire qu'il est extrêmement difficile de lutter contre. Alors je pourrais raconter que lorsque j'ai fait moi-même ma thèse, je suis allée voir à l'époque, donc c'était dans les années 80, je suis allée dans le sud-ouest de la France pour étudier des collections, et je suis allée voir des collectionneurs, des vieux messieurs, et c'est une espèce qui a disparu aujourd'hui, des vieux amateurs qui étaient médecins, qui étaient prêtres, bon, quelques-uns étaient agriculteurs, mais c'était des notables, hein, des gens qui étaient souvent propriétaires d'un site archéologique ou d'une grotte, et qui avaient chez eux des collections, et qui me racontaient des anecdotes extraordinaires. Ils avaient rencontré l'abbé Breuil, ils l'avaient bien connu, et il y en avait plusieurs, c'était assez remarquable. Je me souviens notamment du docteur Gossin, Jean Gossin, qui était propriétaire de la grotte de Gabillou en Dordogne, qui me racontait qu'il était passionné de préhistoire, et il savait, dans sa petite ville, il savait qu'il y avait une grotte ornée, mais personne n'avait le droit de la voir parce qu'elle appartenait à quelqu'un, et pour accéder à la grotte, il fallait rentrer dans la cave. L'accès se faisait par la cave de la maison. Or, il a acheté la maison afin de pouvoir posséder la grotte. Donc il a acheté la maison sans savoir ce qu'il y avait sur les parois de la grotte, et il se trouve qu'effectivement c'est une très jolie grotte ornée avec beaucoup de gravures. Et voilà, et j'ai entendu des anecdotes de ce genre, énormément d'anecdotes pendant toute la durée de ma thèse, et c'était passionnant. C'était un monde qui a disparu aujourd'hui. Je dirais que pour ceux qui ont envie de faire de la préhistoire pour s'amuser, ils peuvent très bien participer à des chantiers de fouilles. On a le droit de participer en tant que bénévole à partir de 16 ans, il n'y a aucun problème, si on est motivé, bien sûr. Et ça, c'est vraiment intéressant. On peut même aller jusqu'au master si on a envie. Après, si on veut vraiment s'engager dans le métier, ça suppose des études longues, ça suppose de faire une thèse. Et là, mon conseil, ce que je donnerais comme conseil à ceux qui veulent s'engager dans la recherche, c'est choisir un bon sujet, bien connaître, déjà bien dominer les connaissances actuelles, l'état des connaissances, ne pas arriver justement avec des idées préconçues. Essayer de délimiter un sujet qui soit original, qui ne soit pas rebattu, se choisir un bon patron, un bon directeur de thèse, c'est-à-dire le meilleur spécialiste dans le sujet, dans la discipline que l'on a choisie, puisque la préhistoire, en fait, c'est une multitude de disciplines différentes. On est archéozoologue, on est archéobotaniste, il y a beaucoup de spécialités différentes. En réalité, la préhistoire, c'est un mot un peu vague, un peu général, mais chacun a sa spécialité à l'intérieur. Et donc, je lui conseillerais donc ça, de bien choisir, et surtout d'y croire, de rester toujours curieux, toujours ouvert, ne pas se bloquer en fait, voilà, sur ses connaissances, sur ses acquis.